conférence. Merci à vous tous et à vous toutes d'être derrière vos écrans. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile pour moi. Il faut que je pense à regarder la caméra, ce qui n'est pas toujours très simple. Du coup, donc comme l'a dit Eric, je suis enseignant en communication et l'idée, c'est de travailler sur les liens entre communication, démocratie et économie. Et pour cela, nous avons rédigé avec mon collègue Daniel Goujon et moi un livre qui s'appelle défaire le capitalisme, refaire la démocratie, les enjeux du libéralisme. Et ce bouquin est basé sur la distinction qu'évoquait Eric entre d'un côté un régime de vérité, ce qui se passe actuellement, l'économie telle qu'elle est, et l'économie telle qu'elle est dominée par le capitalisme, et le régime de justification, c'est-à-dire ce qui permet de justifier cette réalité, et c'est la science économique. Et ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de mon intervention la semaine dernière, c'est que le capitalisme, le régime de vérité, est pas le fruit naturel d'une évolution qui se passerait sans les hommes, mais je me suis appuyé sur pas mal d'historiens pour montrer que le capitalisme est une construction qu'on arrive à dater, qui est liée à des éléments humains, et ce capitalisme étant une construction historique, alors que certains font dater du XVe siècle, d'autres du XVIIIe siècle, etc. Mais donc les historiens ne sont pas d'accord, mais ils sont tous d'accord sur le fait que le monde n'a pas toujours été capitaliste, que c'est une construction historique, et que comme c'est une construction historique, elle peut disparaître et être remplacée par un autre type d'économie. Le deuxième point, c'est le régime de justification. J'ai parlé de sciences économiques dominantes, sciences économiques orthodoxes, c'est-à-dire celles que l'on enseigne dans les grandes universités économiques, celles qui servent de base aux décisions économiques qui sont prises par nos gouvernements et la Banque centrale européenne. Et cette science économique a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est positiviste, c'est-à-dire elle suppose qu'il y ait des lois atemporelles et universelles de l'économie, que l'économie est une science qui est régie par des lois, comme il existait des lois physiques sur, par exemple, celle de E égale MC2. Et donc, on essaie de découvrir des lois d'une physique sociale, des échanges économiques. Et donc l'idée, c'est que l'économie est une évolution naturelle, serait une science naturelle au même titre que la biologie ou la physique seraient des sciences naturelles. Et la deuxième idée, et c'est ce que je vais détailler maintenant, c'est que cette science économique, en fait, ne parle pas de toute l'économie, puisque l'économie, c'est le foyer, mais parle d'une économie particulière, qui est l'économie de marché. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que, ce premier point, c'est que l'économie est beaucoup plus large que l'économie de marché, encore de nos jours, même si l'économie est dominée par le capitaliste, elle n'est pas entièrement capitaliste, ça va être le premier point. Et le deuxième point, c'est que même quand elle parle d'économie de marché, au fond, elle veut tellement être une science formelle, une science mathématique, qu'elle ne décrit pas la réalité, parce que la réalité est trop complexe. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle modélise, c'est-à-dire qu'elle fait un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir construire des formules mathématiques, mais que ces hypothèses sont totalement erronées et ne décrivent pas du tout l'économie de marché telle qu'elle est. C'est ce qu'on verra dans une deuxième partie. Alors, pour m'appuyer, pour définir ce que c'est que l'économie orthodoxe, je m'appuie sur un manuel qui est le manuel d'économie le plus vendu au monde, le manuel qu'on distribue aux étudiants. C'est un manuel américain qui est réalisé par deux personnes qui ont le prix Nobel, enfin pas le prix Nobel, mais le prix de la Banque de Suède au nom du prix Nobel, qui s'appelle Samuelsson et Nordos, et le manuel s'appelle Économie, voilà, Samuelsson Nordos. Et la définition de l'économie qu'il donne est la suivante. L'économie est l'étude de la façon dont les sociétés utilisent les ressources rares pour produire des biens ayant une valeur et les répartir entre les individus. Donc, je reviendrai sur cette définition et notamment sur l'idée de rareté. Mais cette définition est une définition classique. Et on voit déjà un premier point que j'avais souligné la dernière fois, c'est qu'il y a une confusion entre économie et la science économique. Ils ne distinguent pas les deux. Dans ce bouquin, Samuelsson et Nordos définissent deux types d'économie. Ils disent qu'il n'y a que deux types d'économie.
l'économie de marché, où les principaux choix de production et de consommation sont définis par les entreprises, et l'économie dirigée, où les principales décisions de production et de distribution sont prises par l'État. Et disent-ils, dans l'économie contemporaine, la plupart des économies sont mixtes, ce qu'on appelle l'économie mixte. Et donc, pour le dire autrement, l'économie de marché est une économie avec plus ou moins de libéralisme et plus ou moins d'intervention étatique vue par Keynes. Et on est là dans ce qu'on appelle la synthèse. Il y a une grande synthèse en économie où on a réalisé, dans l'économie orthodoxe, les travaux des libéraux et les travaux de Keynes en édulcorant un certain nombre de travaux de Keynes. Donc ça, c'est la grande synthèse. Derrière cette idée qu'il n'y a qu'un seul type d'économie, ce qu'ils appellent une économie mixte, mais au fond une économie de marché plus ou moins régulée par l'État, il y a une idée évolutionniste. De même qu'en biologie, il y a le grand singe, puis Homo erectus, puis Homo sapiens, puis nous. En économie, il y aurait une économie du troc, puis une économie du commerce, puis une économie industrielle. Et aujourd'hui, on serait dans une économie de service. Et donc, il y aurait une évolution toute naturelle et simple. Et la science économique ne ferait que décrire cette évolution naturelle de l'économie humaine. Pour un anthropologue que j'ai déjà cité la dernière fois, qui s'appelle Karl Polanyi, qui est anthropologue et économiste, cette vision évolutionniste de l'économie, telle qu'on la raconte dans les livres d'histoire d'économie classiques, dans les livres d'économie qui servent à former nos élites, cette histoire, dit-il, est une fable. Hein. C'est un récit où il parle aussi de sophisme économiciste. Il dit l'économie, au fond, c'est quoi? L'économie, ce n'est pas une science qui établit des lois formelles, qui fait des chiffres et des formules. L'économie, c'est ce qui nous permet de subsister. Et donc, face à une approche formelle de l'économie, il défend une approche substantive de l'économie. Il s'agit de se nourrir, s'habiller, se loger. Et dit-il, au fond, il n'y a pas évolution des formes économiques, mais il y a toujours eu concomitance, mélange, mixité de 4 formes d'économie. Et suivant les lieux, les époques, une de ces 4 économies a effectivement dominé. Mais il y a toujours eu ces 4 économies et il y a toujours ces 4 formes d'économie, dit-il dans ses travaux de la grande transformation. Alors, ces 4 formes d'économie, quelles sont-elles? D'une part, il y a effectivement l'économie de marché. Et cette économie de marché a toujours existé, dit-il. Même à l'époque du troc, il y a toujours eu un besoin d'utiliser de la monnaie pour faire du commerce. Et qu'est-ce qu'il appelle le commerce? Le commerce, c'est aller en dehors de son territoire de chasse traditionnel, de sa communauté d'origine, pour échanger avec d'autres communautés. Et donc, dit-il, même chez les chasseurs-cueilleurs, les tribus arborigènes que l'anthropologie a examinées, il y a toujours eu du commerce, donc il y a toujours eu de la monnaie. Donc, cette évolution, cette idée troc, commerce, etc., c'est fable, il y a toujours eu cette idée de l'économie de marché a toujours existé. Deuxièmement, il y a toujours eu aussi une économie de la redistribution. Pour tuer un mammouth, il faut se réunir et après, il y a des règles de répartition pour répartir le mammouth une fois qu'il a été tué. Donc, il y a toujours eu de la redistribution. Il n'y a pas besoin d'attendre le communisme pour avoir eu de la redistribution. Il y a toujours eu aussi de la réciprocité. Je te donne un coup de main, tu me donnes un coup de main, de l'aide. Enfin, ouais. Et aujourd'hui, cette économie de la réciprocité, ça serait justement les initiatives d'économie sociale et solidaire, l'économie citoyenne. Et puis, il y a un 4e type d'économie, dit-il, qui a toujours existé, c'est l'économie domestique. Et on revient à la racine oikos, le foyer. L'économie domestique, c'est gérer son foyer, c'est construire sa maison, faire son jardin, prendre soin de ses parents, prendre soin de ses enfants. Alors, dans ses travaux ultérieurs, Karl Polanyi a dit que cette 4e forme d'économie domestique, au fond, c'était une économie de la réciprocité, particulièrement appliquée à une sphère qui est la famille.
Et donc, il y aurait une réciprocité familiale et une réciprocité extra-familiale. Les féministes ont repris ce travail en disant, et notamment les travaux que je donne dans la bibliographie, ceux d'Isabelle Guérin et consorts, en travaillant sur cette idée que finalement, l'économie domestique, c'est une économie de la reproduction. C'est-à-dire qu'à côté d'une économie qui serait noble, qui est celle de produire des biens et des services, de l'économie de la production, et qui serait l'apanage des hommes, il y a une économie totalement invisibilisée, qui a été invisibilisée par les économistes et même les anthropologues, du coup, elle critique fortement Polanyi pour ça, qui est celle de la reproduction de la vie. Et finalement, on revient à l'origine, prendre soin du foyer, c'est prendre soin de la vie, dans la vie de toutes ses formes, sous toutes ses formes, et y compris le foyer commun qui est la terre. Et donc, cette économie domestique, cette économie de la reproduction, toutes les écoféministes se battent pour revaloriser cette économie de la reproduction, parce que, disent-ils, la reproduction, c'est-à-dire la reproduction de la vie sous toutes ses formes, est bien plus importante que la production des biens et des services, et qu'on est en train de sacrifier l'économie capitaliste, sacrifie la reproduction au nom de la production, et donc se saborde elle-même, puisque s'il n'y a plus de reproduction des conditions et des formes de vie, ben, il n'y aura plus de production à terme. Donc, pour le dire autrement, l'économie a toujours été plurielle. C'est d'où les travaux de Jean Laville sur l'économie plurielle. Il y a toujours eu, et il y a toujours encore aujourd'hui, 4 formes d'économie. L'économie de marché, l'économie publique de la redistribution, une économie citoyenne de la réciprocité et une économie domestique qui veille qui veille aux soins, ce qu'on appelle aussi l'économie du care. Ça serait encore plus compliqué si on rajoutait tout ça, toutes les questions d'économie mafieuse. Et c'est toujours encore un peu plus compliqué. Cette économie est d'autant plus plurielle que si on la regarde de près, on peut facilement trouver des clivages dans chacune de ces économies. Par exemple, dans l'économie de marché, on voit bien que l'économie de proximité des artisans et des petites entreprises, aller vendre ce surplus sur le marché, ce n'est pas du tout la même chose que les grandes multinationales. Et qu'il y a un fossé qui s'est creusé de plus en plus grand entre ce tissu de PME, d'artisans, d'économies de proximité qui sont ancrés dans un territoire et des grandes multinationales qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à des PIB nationaux et dont le terrain de jeu est le monde. De même, dans l'économie publique, on le voit bien que ces différences, les économies où l'économie se restreint aux services publics, et on voit que ces services publics se restreignent de plus en plus. On l'a vu, la crise a mis en lumière le fait que, par exemple, on avait sacrifié les services publics de la santé, et on s'en mord les doigts. Mais il y a aussi, comme on le voit en Chine, une économie publique qui peut investir et s'approprier des pans entiers de l'économie, ou en tout cas avoir des droits de propriété sur la plupart des secteurs économiques. Et c'est le cas de la Chine. C'est ce qui fait la force de la Chine, c'est que l'État chinois est présent dans une grande partie, et notamment dans les secteurs stratégiques de l'économie. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est pareil. On peut distinguer fortement une économie sociale et solidaire qui va être plutôt dans le caritatif, dans la réparation du dégât du capitalisme, ou dans l'éthique, apporter de l'éthique au capitalisme, et donc qui va s'inscrire dans l'économie telle qu'elle est. Et puis toute une partie de l'économie sociale et solidaire qui va être une économie qui va se revendiquer de l'associationnisme ouvrier, et notamment des gens comme Proudhon, et qui va s'inscrire dans une alternative au capitalisme et chercher à faire advenir un autre monde que celui dans lequel on est. Et de même, dans l'économie domestique, on a effectivement cette économie du care, du soin, de la réciprocité qu'on faisait spontanément, mais aussi on a de plus en plus un marché qui se crée, et on voit aujourd'hui des entreprises de services à la personne qui se déploient, comme si aujourd'hui, comme la production, on a du mal à trouver de la croissance dans la production, et on va essayer, le capitaliste cherche à marchandiser ce qui échappait jusqu'ici à l'économie capitaliste, c'est-à-dire toute la reproduction. Et on voit bien comment les EHPAD, par exemple, prendre soin des personnes âgées, c'est devenu un vrai business avec tous les problèmes que ça peut poser. Donc, dans la subsistance de l'homme, Carl Polanyi en vient à dire qu'il faut abandonner, quand on réfléchit
à l'économie, c'est ces notions d'offre, de demande et de prix dont on nous rabat les oreilles toute la journée. Et il faudrait leur substituer les notions de ressources. Quelles sont les ressources? De besoins, quels sont nos besoins? Et d'équivalence. Comment trouver une équivalence? Quelles sont les équivalences entre besoins et ressources? Ça peut être des équivalences monétaires, mais ça peut être du bénévolat, enfin, ça peut être source d'imagination. Donc, l'économie ne se réduit pas à une offre et une demande qui se rencontrent pour former un prix. Donc, ça, c'était le premier point. J'en viens au deuxième point. Donc, l'économie est beaucoup plus plurielle, beaucoup plus complexe que nous dit la science économique. Et tout le problème que nous avons, c'est que la science économique, c'est celle qui nourrit la réflexion des hommes politiques. Et donc, on n'agit qu'en fonction d'une seule économie, alors qu'on pourrait aussi valoriser d'autres formes d'économie, comme l'économie sociale et solidaire, l'économie publique ou l'économie de la reproduction. Mais si la science économique décrivait correctement l'économie de marché, du coup, elle serait quand même utile. Ça nous aiderait à comprendre la forme dominante aujourd'hui, qui est le capitalisme. Mais ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide pas du tout parce que les principales notions sur lesquelles se fonde cette science sont, au fond, des notions irréalistes qui ne décrivent pas de manière correcte ce qui se passe. Et plus précisément, et j'y reviendrai là-dessus, pour être une science formelle, une science de la nature, on est, pour montrer que les scientifiques sont des vrais chercheurs et non pas des êtres idéologiques qui définissent leur point de vue, l'économie passe par un langage mathématique, une formalisation mathématique universelle. Et donc, si les formules sont bonnes, on trouve des bons, on peut vérifier des résultats. Mais pour parvenir, pour mathématiser la vie sociale, pour mathématiser la vie économique, la science économique font des hypothèses et ces hypothèses ne correspondent pas du tout à la vérité. Alors, je vais prendre quatre éléments. Le premier, c'est la notion de marché. Alors, vous le savez, Adam Smith parlait du mécanisme de la main invisible. Le marché permet à chacun d'avoir le maximum de bien-être, puisque chacun, en poursuivant son égoïsme individuel, parvient au bonheur de tous. C'est la phrase d'Adam Smith. On n'attend pas d'un boucher qui soit gentil, mais qui fabrique de la bonne viande. Et s'il fabrique de la bonne viande, il gagnera sa vie. Et en gagnant sa vie, il rendra heureux toutes les personnes qui achètent cette viande. On a aujourd'hui, sauf que chez Smith, cette main invisible du marché, c'était la main de Dieu. Comme Dieu ne fait pas n'importe quoi, évidemment, s'il a créé l'homme, s'il a fait de l'homme un loup pour l'homme, un être égoïste, c'est qu'il avait sa raison et que Dieu harmonise tout. Alors évidemment, Hayek a repris cette idée, mais en évacuant toute cette théorie morale qui est encore présente chez Adam Smith, et dit-il, le marché est un système autorégulateur. Et on reprend le système, de même qu'il y a des systèmes écologiques qui s'autorégulent, le marché est un système autorégulateur. Et plus on cherche à intervenir sur ce système, plus on l'empêche de se réguler automatiquement. Donc c'est pareil, comme quand on a un système naturel, dès que l'homme commence à essayer de toucher quelque chose dans ce système naturel, il le dérégule. Donc c'est toujours cette même idée. Donc moins l'État intervient, mieux c'est. Simplement, cette idée de système autorégulateur, est-ce qu'elle a une réalité empirique? Alors déjà, Polanyi en doutait. Il dit que cette idée de marché autorégulateur, de faiseur de prix, est une absurdité anthropologique. Mais du coup, il y a eu des travaux, et je vais citer deux travaux. Le premier, c'est celui de Paul Jorion, qui est aussi un anthropologue, et un sociologue et un économiste, qui a un blog qui est très, très bien fait. Et Paul Jorion a étudié comment fonctionnait une criée. Or, c'est très important parce qu'une criée, c'est un marché aux poissons, et c'est vu comme l'exemple typique, le paradigme de ce que c'est qu'un marché, puisqu'on a d'un côté des vendeurs, les pêcheurs, et de l'autre côté, les grossistes. Et ça s'échange, et il n'y a pas de prix fixe, et suivant l'offre et la demande, tout s'équilibre ou pas. Et en regardant
sur plusieurs mois, voire plusieurs années même, le fonctionnement d'une criée, Jorion s'est aperçu que finalement, les gens se connaissaient. De fait, comme c'était toujours les mêmes pêcheurs et toujours les mêmes acheteurs, ils finissaient par des connivences. Que finalement, on pouvait fixer un prix, mais en fait le vendre à un autre prix. Qu'il y avait des clins d'œil qu'on énonçait à telle personne et pas à telle d'autre. Enfin, pour le dire autrement, que le prix n'était jamais fixé n'importe comment. Et il aussi est toujours entre. Évidemment, il variait d'une journée à une autre, mais finalement, chacun s'arrangeait parce que tout le monde vivait ensemble et avait intérêt à ce que ça soit ainsi, que du coup, le prix d'achat devait, sur une période donnée, couvrir au minimum les dépenses du marin pêcheur, puisque sinon il n'y avait plus de pêche, et donc du coup le grossiste n'avait plus de poissons. Et de l'autre côté, le prix de vente devait permettre quand même au grossiste de faire des bénéfices et de pouvoir vendre son poisson, parce que si on ne vendait pas le poisson, si le prix était trop cher, on ne le vendait pas, ce n'était pas l'intérêt de tous. Donc finalement, que le prix obéissait à une régulation sociale, à un bon sens assez logique, de maintenir des liens sociaux et de faire en sorte que chacun puisse en vivre, ce que Thomas d'Aquin appelait déjà le juste prix. Le deuxième exemple, c'est la bourse. La bourse, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe dans une bourse? Ça paraît être aussi là le marché paradigmatique par excellence, l'exemple typique du marché. Callan et son doctorant ont étudié de près une bourse et ils ont vu que là aussi, les gens se connaissaient, qu'il y avait un vocabulaire, qu'il y avait des ordinateurs, que ces ordinateurs étaient des fois tombés en panne, étaient maintenus, que dans ces ordinateurs, on mettait des programmes, qu'on changeait les programmes, qu'il y avait des algorithmes, etc. Bref, que la bourse, ce n'était pas non plus un système autorégulateur qui se régulait de lui-même, mais un système qui obéissait à des règles sociales, des règles informatiques, et que c'était un dispositif de calcul, disent Callan et Latour. Et donc, il y a des outils de programmation, des gens, des règles sociales qui sont explicites, d'autres qui sont implicites. Et donc, on pourrait délibérer, expliciter ces règles et en débattre. Aujourd'hui, ces règles, elles sont imposées aux acteurs, mais on pourrait très bien en débattre. Et donc, et quand on y réfléchit, même aujourd'hui, le trading à haute fréquence, quand les ordinateurs spéculent à haute fréquence, il y a quand même des algorithmes. C'est quand même des personnes qui ont créé ces algorithmes et qui les changent. Donc, il n'y a pas de marché autorégulateur, il y a des institutions. Le marché est une institution comme une autre, comme l'école, comme l'Église, qui obéit à des règles sociales. Donc, on peut réguler, de même qu'on régule l'école. On peut, de même qu'il y a des règles dans la famille, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une famille. Il y a un droit de la famille, et il peut y avoir un droit du marché. On peut réguler le marché, puisque le marché n'est pas un système autorégulateur, mais une institution humaine qui mélange des règles sociales, des règles explicites, des règles implicites, et qui utilise un certain appareillage des outils que l'on peut plus ou moins contrôler. Donc voilà, le concept de base, qui est le concept de marché autorégulateur, ne décrit pas la réalité telle qu'elle est. Premier point. Deuxième élément important, la monnaie. Il n'y a pas d'économie sans monnaie. Or, pour l'économie orthodoxe, pour les libéraux, la monnaie est un simple lubrifiant à l'échange. La monnaie n'est là que pour faciliter les échanges. Or, pour d'autres, pour Keynes en particulier, mais aussi pour Marx, la monnaie n'est pas une marchandise comme les autres, n'est pas un simple lubrifiant à l'échange. La monnaie, c'est un bien particulier puisque c'est le bien qui permet d'avoir tous les autres biens. Et donc, il y a une demande spécifique de la monnaie, parce que c'est par la monnaie qu'on peut tout acheter. Bon, avoir 300 casseroles ou 300 motos, ça ne sert pas à grand-chose. Avoir 300 000 €, justement, ça permet de faire beaucoup de choses et d'acheter tout ce qu'on veut. Et donc, pour Keynes, j'ai mis les références en biographie, la monnaie n'est pas une marchandise comme les autres, donc quelque chose qui doit être régulé par un acteur privé, en l'occurrence les banques privées. La monnaie
est un bien public qui permet le bon fonctionnement du marché. Et si on veut réguler le marché, et je vous ai montré que le marché est une institution qui peut être régulée, ce n'est pas un système autorégulateur, si on veut réguler le marché, il faut pouvoir agir sur la monnaie. Et donc, il faut concevoir la monnaie comme un bien public et il faut pouvoir dépenser cet argent, fabriquer de l'argent quand il le faut. Et Keynes a des mots assez durs vis-à-vis des spéculateurs. Il dit qu'il faut euthanasier les rentiers, c'est-à-dire faire des taux d'intérêt très bas ou augmenter l'inflation pour faire en sorte que l'argent ne soit pas accumulé, mais que l'argent circule, que la monnaie circule. Hein. Les problèmes, le marché n'arrive pas à s'autoréguler, pour le dire autrement, dit Keynes, puisqu'il y a une demande spécifique pour la monnaie. Les gens veulent accumuler la monnaie comme elle permet d'acheter tous les autres biens. Et donc, si on veut que le circuit fonctionne correctement, il faut empêcher cette accumulation de monnaie. Et pour empêcher cette accumulation de monnaie, on a deux choses. On peut jouer sur l'inflation et on peut jouer sur les taux d'intérêt. Or, la Banque centrale européenne, effectivement, veille à l'inflation, mais elle veille à baisser l'inflation, non pas à monter l'inflation. Elle ne peut pas jouer sur l'inflation. Et surtout, la Banque centrale européenne joue sur les taux d'intérêt, par contre, mais ne fabriquait pas de monnaie jusqu'à très récemment. Justement, lorsqu'a changé la crise du Covid-19, c'est justement de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a une création monétaire, et la création monétaire, c'est de l'inflation. Injecter plus de monnaie, c'est de l'inflation. Donc, voilà, on revient aujourd'hui à une politique keynésienne après avoir été longtemps sur une politique néolibérale classique. Mais on le voit, là aussi, chacun le sent, la monnaie n'est pas un bien comme les autres. Et il n'y a que les économistes qui pensent que la monnaie est un simple influent à l'échange, qu'elle n'a aucune incidence sur l'économie. La troisième idée fausse sur laquelle repose la science-économie orthodoxe, c'est qu'il est possible d'avoir une croissance finie. Il est possible d'avoir une croissance finie une croissance infinie, pardon, sur une planète finie. Alors pourquoi? Il faut revenir à la définition de la science économique. Je vous ai dit, la science économique, c'est la science qui répartit les ressources rares. Or, mine de rien, cette définition, elle justifie la rareté, donc la pauvreté. Donc, il y a des gens, comme il y a des biens et des services qui sont rares, il y a des gens qui l'auront et des gens qui ne l'auront pas. Comment répartir entre ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas? La meilleure façon, c'est de laisser le marché autorégulateur le gérer et non pas que l'État s'en occupe. Mais cette idée qu'il y a des ressources rares, elle doit être discutée. L'air n'est pas un bien rare. Donc il y a des biens qui sont rares, mais tous les biens ne sont pas rares. Et alors pourquoi il parle de rareté? Parce que, dit-il, et c'est pour ça qu'on peut avoir une croissance infinie, disent-ils, le moteur de l'économie, c'est cette contradiction entre le fait que d'un côté, nos moyens de production sont limités, nous avons des moyens de production limités, ça c'est pas contestable, et deuxième chose, difficilement contestable, nos désirs, eux, sont illimités. Et comme ce qui compte, c'est les hommes poursuivent leurs désirs, hein, c'est la théorie économique, chacun d'entre nous poursuit son désir, essaye de maximiser son utilité, et l'utilité, c'est le plaisir, et le plaisir, elle est liée au désir. Donc, comme chacun d'entre nous cherche à maximiser son plaisir en poursuivant son désir, on a d'un côté des désirs illimités, et de l'autre côté, un appareil productif limité. Donc, forcément, il y a rareté. Et la seule moyen de combattre cette rareté, c'est le marché. Et c'est de produire plus. Et donc, il y a possibilité de croissance infinie puisque nos désirs sont illimités. Donc, évidemment, notre appareil productif est limité, mais comme nos désirs sont illimités, on désirera toujours plus. Et donc, il est toujours possible d'avoir une croissance illimitée. Évidemment, si on tient compte que des deux termes de l'équation, production limitée, désir illimité. Mais évidemment, si on tient compte d'un troisième terme, et c'est ce que dit Georgescu Rokem, ben, nous vivons dans un foyer, et ce foyer, c'est la Terre. Ben, ce foyer, il a des ressources, on revient à Polanyi, ce foyer a des ressources limitées, et quand les ressources sont détruites, elles le sont détruites à jamais. Et donc, il est empiriquement
impossible d'avoir une croissance illimitée sur une planète limitée, d'avoir une croissance infinie sur une planète infinie. Et pourtant, théoriquement, c'est possible selon les économistes. Et donc là, c'est aussi la troisième contradiction, la troisième contre-vérité de la science économique orthodoxe. La quatrième, ça se base sur l'idée d'homo economicus, l'idée que l'homme est un être rationnel qui sait ordonner ses préférences et que ses préférences sont stables dans le temps. Et comme on sait les ordonner, il y a un calcul mathématique qui est possible. On peut faire, comme la société est la somme des comportements individuels, comme chacun sait ce qu'il veut et peut ordonner ses préférences, on peut prévoir les comportements par des calculs mathématiques. Et on peut donc du coup, en multipliant les comportements individuels par la somme totale des individus, avoir des chiffres anticipés, la croissance, les besoins, etc. Bon, cette idée de rationalité a quand même que l'homme ne serait que purement que rationnel et poursuivrait son égoïsme. Les économistes l'ont un petit peu amendé. D'une part, on a dit que cette rationalité était limitée. Limitée parce qu'on n'avait pas accès à toute l'information, limitée parce qu'on était pressé par le temps, limitée parce qu'on avait des émotions. On a dit aussi que cette rationalité était située, que suivant le contexte dans lequel on est, si on était dans un désert assoiffé, on n'avait pas la même rationalité et le même désir d'eau que si on était chez soi dans sa maison avec un robinet accessible à volonté. On a vu aussi que la rationalité pouvait être axiologique, c'est-à-dire qu'on avait des valeurs et qu'on pouvait se sacrifier au nom de ces valeurs. Mais il n'en reste pas moins que l'idée, c'est qu'on est des atomes, des individus totalement isolés qui faisons notre propre choix tout seuls et de manière consciente. Or, c'est quand même oublier qu'il existe un inconscient et que nous sommes aussi des êtres, disait Morin, des êtres biopsychosociaux, c'est-à-dire nous avons des instincts qui nous poussent à faire des choses, nous avons des psychologies d'un inconscient différentes et nous appartenons à des groupes sociaux qui déterminent en grande partie nos choix et nos préférences. Donc voilà, j'ai pas toujours regardé la caméra, alors je vais essayer de le faire pour la suite. J'ai essayé donc dans cette séance de montrer deux choses. D'une part, que la science économique ne décrivait pas l'économie, elle décrivait une toute petite partie de l'économie de marché et que tout était fait, toutes les politiques économiques étaient faites pour développer l'économie de marché et pas pour développer les autres types d'économies, ce qui est gravissime, puisque dans toutes ces économies, il y a notamment l'économie de la reproduction. Et cette économie de reproduction, c'est l'économie de la vie. Et il s'agit de revenir à cette notion d'oikos, de foyer, de gérer notre foyer à tous, qui est la planète. La deuxième idée, c'est que la science économique, non seulement ne parle pas de toute l'économie, mais quand elle décrit l'économie de marché, elle ne la décrit pas en fait. Elle s'intéresse à l'économie de marché, mais elle veut la modéliser. Elle veut, voulant être à toute force une science formelle, une science mathématique, une science inattaquable, elle devient une science qui fait tellement de simplification, d'hypothèses simplificatrices, qu'elle ne décrit rien. C'est pour ça que c'est un régime de justification, ce n'est pas le régime de vérité. Le capitalisme ne fonctionne pas comme ça. Dans le régime capitaliste, les hommes sont mus par le désir, c'est pour ça qu'il y a de la publicité. Dans la vie réelle, il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. Dans la vie réelle, le marché, ce sont des institutions que l'on peut réguler. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Et